de vous retrouver pour 2 heures de libre antenne pendant lesquelles vous allez pouvoir prendre la parole au 39 21 pour parler de vous et de tout ce qui fait votre vie, pour en parler avec moi bien sûr, mais aussi pourquoi pas avec d'autres auditeurs qui se retrouveront peut-être dans votre histoire et qui pourront partager leur expérience avec nous en direct à l'antenne. Alors pour témoigner, pour réagir à une histoire, un seul numéro, le standard d'Europe 1, 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Mais c'est Asiba et Paul qui vous rappelleront. Donc vous appelez le 39 21 et Asiba et Paul vous rappellent. Et vous pouvez également faire entendre votre voix en nous envoyant vos mails sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en commençant le message par le mot nuit. Philippe Chartier est là, qui veille au bon déroulement de cette émission. C'est parti pour 2 heures de direct. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Fatia. Allô? Oui, bonsoir Fatia. Je vous entends mal. Eh bien, on va vous mettre le son au maximum, alors, pour que vous m'entendiez bien. Allô? Vous m'entendez là? Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir accepté m'accueillir et merci beaucoup. Et je suis un petit peu timide, je ne sais pas comment je vais. Alors, on me dit que vous avez des problèmes, enfin, vous vous posez des questions parce que vous n'avez pas beaucoup de relations avec votre fille de 30 ans. Oui. Et vous pensez qu'elle vous en veut en raison d'un divorce, de votre divorce. Elle avait 7 ans au moment où vous avez divorcé. Oui. Mais alors, je vois aussi que vous avez 4 enfants. Oui. Et ces 4 enfants, donc, vous les avez élevés seuls, c'est-à-dire, oui. D'accord. Et ça a été dur, mais ça s'est très 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 bien passé. Parce que vous étiez déjà donc divorcée à ce moment-là. Et le père n'a pas été présent après. Quand? Eh bien, puisque vous aviez 4 enfants que vous avez élevés seuls, ça veut dire que après le divorce, leur père ne s'est pas manifesté. Non. D'accord. Non, ça s'est mal passé le divorce. Et voilà, j'ai eu la garde de mes enfants et je me suis sacrifiée pour les élever, comme tous les mamans, je crois. Et malheureusement, quand ils ont arrivé à un âge, il y en a 2 qui ont continué les études très 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 bien. Oui. Et comme j'ai pas eu moi cette chance pour continuer mes études, je voulais tout donner pour mes enfants pour qu'ils réussissent pour leurs études. C'est pour ça que je me suis sacrifiée pour eux. Malheureusement, l'aîné ne voulait pas continuer ses études. Il s'arrêtait au bac. Et ma fille. Voilà. Votre fille de 30 ans, là, celle avec qui vous n'avez pas beaucoup de contact. Donc voilà. Ce sont les 2 derniers qui ont poursuivi des études supérieures. Non, c'est l'aîné, c'est le deuxième et le dernier qui ont bien réussi leurs études. D'accord. Et L'aîné, alors, pardon. avec votre fille, qu'est-ce qui vous préoccupe là? Alors moi je me sens, je sais pas pourquoi, je me sens Caroline un peu je me culpabilise. Je le vis mal maintenant. Oui. Chacun maintenant il a sa vie, ils ont bien réussi les 4, malgré qu'il y a eu des bas, mais ils sont bien réussis. J'ai un bon contact avec les 3. Oui. Et ma fille, depuis qu'elle s'est mariée, comment j'ai du mal à accepter qu'elle se marie jeune, je voulais qu'elle continue ses études, qu'elle finisse ses études, qu'elle aura un bagage avec elle. Oui. Et je sais pas, je me culpabilise, comment j'ai pas donné beaucoup de temps pour eux, ça veut dire j'ai donné beaucoup de temps pour travailler, pour eux qui profitent, ils font des activités, des études, des vacances. Pour qu'ils ne restent pas, j'avais dans une cité un petit peu sensible, je ne veux pas qu'ils restent à traîner. Et elle,
dès qu'elle arrivait à un âge de 14 ans, tout le temps, je veux marier, je veux fonder une famille. Et moi, j'étais contre ça. Et à chaque fois, j'essaie de m'approcher avec elle. Pour elle, non, tu veux pas que je me marie parce que ton divorce, ton mariage t'a pas réussi pendant t'es divorcé avec notre père. Oui. Et malheureusement, j'ai eu un accident. Et à ce moment-là, c'est là que je crois, je sais pas, je me demande toujours la question. J'ai en train de parler avec les gens parce que là maintenant, bon, ça va très 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 bien. J'ai mon travail et tout. Oui. Et un accident de quoi, de voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Non, un accident de travail que j'ai eu. D'accord. Et je me suis battue parce que ça s'est mal passé et tout. Je me suis battue. J'ai récupéré mon travail et tout, mais c'est vrai, à ce moment-là, j'ai lâché tout. J'étais malade, vraiment avec l'accident, j'étais vraiment malade. J'ai lâché, ça veut dire, j'ai pas beaucoup de contact avec mes enfants, mais ils le savent qu'on croit que... Mais ils étaient adultes à ce moment-là? Oui. Mais qu'est-ce que... Pas adultes, pardon, excusez-moi Caroline. Pas adultes, ils étaient... les deux aînés, ils étaient majeurs, l'âge de 18 ans. Et elle avait 14 ans. Alors, on va essayer de se centrer sur votre fille, puisque c'est votre fille qui vous préoccupe, semble-t-il. Donc, dès l'âge de 14 ans, elle formule le désir de se marier, de fonder une famille. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle s'est mariée à quel âge? Elle s'est mariée à 18 ans. À 18 ans, d'accord. Elle a attendu donc sa majorité. Oui. Est-ce qu'elle est heureuse dans son couple? Pour elle, elle est heureuse. Bon. C'est ce qu'elle dit. Mais moi, je m'inquiète. Je sais pas, j'ai essayé de parler avec ses frères. Ils ont essayé de lui parler. Est-ce qu'elle est heureuse? Elle est heureuse. Bon. Elle dit qu'elle est heureuse. Bon, c'est important. Mais pour moi, comment je l'ai pas éduquée comme ça, elle s'enferme plus en plus. Oui. Elle a un mari que j'ai pas de contact avec lui, il voulait pas. Il a du mal à accepter comment je vis moderne. D'accord. Simple. Pour lui, il faut que je mette le voile, il faut que je travaille plus, il faut que je dépende d'eux, il faut que je vive chez eux. Voilà. Oui, Moi, j'ai pas accepté, c'est plus en plus, il la manipule. À mon avis. Elle dit que non, mais moi je vois des choses que ça m'a fait. Elle s'éloigne plus en plus. Surtout, lui, il a plus de confiance. La laisser venir avec les enfants, avec les petits enfants. J'ai essayé moi, je respecte leur vie. Oui. J'ai accepté. Malgré tout, j'ai accepté. Je respecte leur vie. Oui. Mais eux, ils n'ont pas accepté la mienne. Mais non. En tout cas, votre gendre n'a pas à vous imposer un mode de vie. Donc, pour lui, vous êtes une femme trop moderne dans votre façon de vivre parce que vous travaillez, vous ne portez pas le voile, mais c'est votre mode de vie. Et vous pourriez d'ailleurs lui dire que si vous n'aviez pas travaillé, qu'est-ce qui se serait passé au moment où le divorce a été prononcé? De quoi auriez-vous vécu et comment auriez-vous élevé vos enfants? Donc, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Tout ça, vous voyez, on peut quand même dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est bien beau le rôle de la femme soumise à la maison à son mari, mais qu'est-ce qui se passe quand ce dernier vient à manquer? Donc je trouve que les principes éducatifs, ce que vous vouliez transmettre à vos enfants, garçons et filles d'ailleurs, si j'ai bien compris, de vouloir leur donner les mêmes chances dans la vie, c'est après tout de pouvoir être autonome et de ne pas dépendre de quelqu'un financièrement. Et vous étiez très bien placé pour le savoir, parce que malheureusement, quand vous êtes séparés de leur père, ce dernier ne s'est plus manifesté. Parce qu'un divorce, ça peut arriver, mais si les deux parents prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, eh bien, ça évite quand même beaucoup de dégâts d'ordre psychologique et aussi matériel. Or là, vous étiez seule à faire face. Hein? Toute seule, et c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, regarde, ses frères, ils lui ont dit... on croit que c'est ma mère. Elle ne s'est pas divorcée avec notre père. On n'aura pas cette chance. On ne réussira pas notre vie comme on voulait maintenant.
parce qu'ils ont bien réussi, les études, un bon travail, je suis grand-mère et tout, ça se passe très 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 bien. Mais impossible, Caroline, qu'elle comprenne ça pour elle, qu'elle soit contre elle, que je veux pas qu'elle soit heureuse, qu'elle veut pas qu'elle vive une vie mariée. Je dis, c'est pas ça, je veux que tu auras ton bagage, que tu te dépendes de personne. Oui, c'est pas le fait qu'elle soit mariée, mais c'est le fait qu'elle ne soit pas trop sous la coupe de quelqu'un. Voilà. C'est ce qui vous inquiète. Alors peut-être que effectivement, quand elle a commencé à 14 ans à formuler des rêves de mariage, de vie en commun, de fonder un foyer, peut-être qu'à ce moment-là, c'était aussi ce modèle de famille dont elle rêvait. Qu'elle voulait retrouver un couple, une famille, bon, ce qui n'empêche pas parfois de travailler. C'est compliqué, hein, c'est compliqué de mener les deux, mais c'est pas impossible. On peut très bien travailler et pouvoir, heureusement, avoir un couple et former une famille. C'est parfois plus compliqué quand il y a beaucoup d'enfants, de nombreux enfants à élever, qu'il faut élever les enfants et en plus travailler. Mais bon, il y a des femmes qui mènent des doubles, voire triples journées de travail. Hein. Donc, mais c'est vrai que là, pour votre fille, on avait l'impression, et peut-être parce que c'était accentué par vous aussi, et ça se comprend, votre éducation. Je ne sais pas de quelle éducation vous avez reçue, vous, en tant que fille, Fatia. Moi, j'ai eu une éducation moderne. Modeste, pas compliquée. J'ai étudié plusieurs langues. Ça veut dire je parle plusieurs langues et tout. Et je connais pas ça. Je connais pas le voile. Je connais pas du tout. Ça, bon, j'étais un petit peu, on va dire, je sais pas comment je vais expliquer ça, un petit peu sévère. C'est pas sévère. Dans la panique, j'avais peur que mes enfants, tellement avec ce qui se passe dans le monde, j'avais peur. Pour moi, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils ont leurs activités. J'ai gardé mon distance de tous les côtés. C'est mes enfants, les études. Vous essayez aussi de les tenir, de les cadrer. C'est difficile quand le père n'est pas présent et que vous les éleviez dans une cité que vous m'avez dit être sensible. Voilà, exactement. Bon, vous aviez peur aussi peut-être qu'il dérape, des mauvaises fréquentations, ce dont ont peur les parents. Moi, je trouve que vous avez fait face avec beaucoup de courage. Après, les enfants ont des personnalités différentes. Votre fille suit un autre chemin qui, après tout, je veux dire, elle peut aussi très bien s'épanouir dans le chemin du couple, de la maternité. Voyez, bon. Après, Caroline, je suis pas contre. Oui. Mais c'est vrai que c'est des valeurs que c'est pas celles que vous lui avez transmises. Et en plus, il y a cette histoire de mari qui prend le dessus sur elle, de religion. Bon, alors elle vous dit, c'est ça. Elle vous dit que elle n'y est pas contrainte. Et peut-être, vous savez, il y a des, comment dire, il y a des façons où on est volontaire dans une forme d'asservissement, hein, parfois. Il y a des asservissements volontaires. Enfin, vous voyez, il y a des servitudes que l'on choisit, malheureusement. Donc, elle, ça la rassure, peut-être, d'avoir comme ça cet homme qui décide pour elle. Je crois, malheureusement. Elle est très jeune, comment il est plus âgé qu'elle, de 10 ans en plus. Et il a 40 ans, lui. Plus 42 ans. D'accord. 42 ans et elle a fait son BOP. Elle a continué un petit peu les études quand elle était mariée parce qu'elle m'a promis. Elle m'a dit, je vous promis que je vais continuer mes études jusqu'à ce que j'aurai ce que je veux. Elle a eu son diplôme d'esthéticienne. Elle a travaillé pendant 1 an et elle veut plus. Elle a arrêté tout complètement. J'ai eu un choc, Caroline. Je vous dis pas, je me suis rendue malade pendant, je sais pas, 6 mois ou 7 mois. J'ai essayé, je suis allée pour la voir parce qu'elle n'habite pas ici en France. J'ai essayé de garder le contact avec elle. Lui, il essaye toujours qu'il coupe son contact. Ce qu'il m'a dit, laisse-la tranquille, laisse-nous vivre notre vie. J'ai dit, moi, je m'adresse à ma fille. C'est celui-là, c'est pour... et en plus, je ne suis pas une mère
coller avec ses enfants. Non, mais j'entends ça. Le but, justement, c'est même dans le fait des études et autres, vous voulez leur donner le maximum d'autonomie. Voilà, je les ai éduqués pareil et tout, et malheureusement, elle est en train de se fermer plus en plus. Alors, à chaque fois qu'elle vient, je dis, il faut que ça sera tout organisé, comment j'ai mon travail aussi. Je voulais refaire ma vie aussi. Maintenant, j'ai tout donné pour mes enfants. Je suis contente que chaque année, il a sa vie. J'ai mes petits-enfants, je suis heureuse. Je les vois de temps en temps quand je peux. Il n'y a rien, il marche avec elle. Quand elle vient, comment ça se passe avec elle? Mal. Mais pourquoi? Parce que c'est elle qui vous provoque ou qu'est-ce qui se passe? Je veux vous dire quelque chose. Moi, je fais mes activités. J'ai mon sport, j'ai ma piscine, j'ai tout. Oui. Pour eux, quand il revient, il faut que je sois présente à la maison. Il ne faut pas que je fasse des activités. Mais c'est votre fille qui vous dit ça ou elle vient uniquement avec son mari? Elle écoute ce que lui dit son mari, elle me l'a dit après. Oui, mais est-ce qu'elle se fait son porte-parole? C'est-à-dire votre fille vous dit tu ne devrais pas faire du sport, tu devrais rester à la maison? Elle me l'a dit. Oui. Qu'est-ce que vous lui dites quand elle vous dit ça? Moi, je lui ai dit, moi, c'est ma façon de vivre. Voilà. J'étais éduquée pareil. Oui. Tu étais au sport avec moi, tu vas au cinéma avec moi, on fait des petits voyages quand je peux ensemble et tout. J'étais très ouverte, j'avais un bon contact quand elle était jeune et tout. Moi, je respecte votre vie, il faut que vous respectez la mienne. Oui, vous avez raison. Il faut être très très ferme là-dessus. Simplement. Les premières fois, ils ont bien profité, Caroline. Ils ont bien profité et je me suis laissée aller, je dis jusqu'à que je vois comment ça se passe. Finalement, je voyais quand j'aurais plus une vie privée pour moi. J'aurais plus le droit de rien. Oui, non, mais ils n'ont pas du tout à vous imposer votre mode de vie. Comme vous dites, vous respectez le leur et il n'y a pas à faire d'endoctrinement, là. Bon, le mot est un peu fort, mais enfin, si vous voulez, vous ne faites de tort à personne. Vous ne faites de mal à personne. Et je vais dire, je vois pas au nom de quoi vous ne pourriez pas continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait. Oui. Voyez, et au nom de quoi vous devriez rester cloîtré chez vous, hein. Donc, c'est certainement pas à votre fille de vous dire ce qu'il en est, surtout qu'elle est un peu là, le porte-parole, semble-t-il, de son mari. Et bon, elle essaye peut-être de faire passer un message, mais je crois qu'elle a dû comprendre que maintenant, c'était pas la peine qu'elle recommence. Ah, si. Parce que ça vaut pas la peine, vous voyez, il faut pas vous disputer avec elle pour ça, parce que c'est important de maintenir un lien, mais en revanche, d'être très ferme, de dire, écoute, c'est pas à toi, c'est pas les enfants qui dictent leur conduite à leurs parents. De la même façon, je ne me mêle pas de ta vie, puisque tu me dis que tu es heureuse. Tu serais pas heureuse, tu serais pas bien, je serai toujours là pour toi. Vous pouvez lui dire. Mais c'est important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un retournement de situation. Pourquoi il y a cette espèce, je dirais un peu de repli, qu'est-ce qu'elle cherche, là, identitaire, dans la mesure où vous ne l'avez pas élevé dans ces valeurs-là. C'est ce qui pose question d'ailleurs par rapport parfois à cette génération, voire même à des générations plus jeunes, parce que vous, je vois, vous avez une 50aine d'années, Fatia, vous avez une façon de vivre extrêmement moderne, hein, et on voit effectivement souvent chez les filles des femmes de votre génération, au contraire, des jeunes femmes qui se remettent à porter le voile, alors qu'elles n'ont pas été élevées dans ce contexte-là, ça ne peut qu'interroger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai pas la réponse, il y a certainement de multiples facteurs, et c'est vrai que vous êtes questionné sur un plan intime et personnel, ou même vous, finalement, au sein de votre propre famille, on vous critique dans votre façon de vivre. Or, il faut quand même lui renvoyer, dire qu'à ce moment-là, vous avez fait face avec beaucoup de courage et de dignité quand même, hein, de les élever et de les mettre dans le meilleur chemin possible. Donc elle vous parle pas même de religion ou quoi, parce que finalement, la religion, c'est pas imposer à l'autre ce qu'on doit faire ou faire du prosélytisme. Vous voyez, c'est normalement, enfin, vous ne faites de tort à personne, hein. Que ça me fait mal, Caroline, que j'ai plus l'affinité avec ma fille. Je comprends, oui. Ça vous éloigne un peu. Je partage rien, même pas le contact entre mère et fille. À travers les petits-enfants, est-ce que quand elle vient avec les petits-enfants
avec le côté de mon fils, très, très, très bien. Il n'y a aucun souci. Mais avec elle a des enfants? Non, tout est péché. Tout est péché. Ah oui. Quand ils arrivent là, je voulais les prendre avec moi une fois en vacances 2 semaines. Ça me fera plaisir parce que comme je travaille, je les vois pas beaucoup. Je me suis organisée. J'ai dit, je les prends comme ça va soulager. C'est pas que ça va soulager, comme ça elles se reposent. Elle et moi, ça me fait plaisir de passer 2 semaines avec mes petits-enfants. Oui. Non, le papa, il veut pas. Ils n'ont pas confiance. Et on sait que tu vas les ramener à la piscine, à la plage et tout ça, c'est péché pour nous. Quand ils viennent ici... Même les enfants, ou c'est parce que vous allez à la plage? Ah non. Eux, ils sont contents. Ils pleuraient, les pauvres. Eh ben non, on va pas. Il faut qu'il. Oui, voilà. Là, elle est tombée elle est tombée dans quelqu'un qui est complètement sectaire là. Alors là, je m'organise à chaque Noël. Je lui ai dit, tu viens à Noël, comme ça, je prends les enfants, ça restera des bons souvenirs pour les enfants. Je leur ramène au cirque. Je passe un bon moment avec les enfants. Je l'ai fait 2 fois, elle veut plus. Et c'est péché ça, le cirque? C'est péché. Quand je prépare à manger. Chez moi, il ne faut pas de vinaigre, qu'il y a de l'alcool, il ne faut pas ça, j'ai dit stop. Là, je dis, je peux plus accepter ça. Non, vous avez raison. Non, j'ai tout essayé, Caroline, j'ai tout essayé. Elle est en train de me pousser à fond pour que je reste plus contact ce qu'il voulait, lui. Oui, alors c'est là où c'est un peu embêtant parce que en même temps, elle vient vous voir. Et vous pouvez lui dire, écoute, moi, tu comptes beaucoup pour moi. Je suis malheureuse qu'il y ait de la distance qui soit mise, mais parce que finalement, tu parles plus en ton nom propre. Et c'est dommage. Alors laissons de côté, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ne m'impose pas les choses. Regarde, pour ne pas couper le lien, parce que ça serait faire le jeu de votre gendre et de votre fille qui se cherche. On a l'impression peut-être une identité. Finalement, elle n'existe. Elle a choisi ce rôle de femme, de mère, mais peut-être que finalement elle se sent pas exister elle vraiment elle-même et la religion devient une échappatoire. Enfin, il faut qu'elle se conforme au désir de ce qu'elle pense être la vérité, parce que c'est ça le problème, parfois quand on devient ultra, c'est qu'on pense détenir la vérité. Il y a Nadia qui a appelé le 3921 pour dire, c'est dommage Nadia que vous souhaitiez pas intervenir, je vais lire votre fiche, mais j'aurais mieux aimé vous entendre vous. Nadia qui a 34 ans, qui dit, je suis d'origine marocaine, musulmane. Si le gendre voulait vraiment respecter sa belle-mère, il saurait que dans la religion musulmane, on dit que le paradis se trouve sous les pieds de sa mère. La mère est très importante et est à respecter, quel que soit son mode de vie. Exactement. Alors, il y a ce que l'on dit, puis il y a dans les faits, parce qu'on sait très bien aussi qu'il y a parfois des hommes, notamment, qui se radicalisent, des jeunes hommes, et qui mènent une vie infernale à leur mère, qui, elle, mène un mode de vie beaucoup plus moderne. Parce qu'ils se radicalisent, ils ne supportent pas que leur mère sorte, travaille, ne soit pas couverte, fasse du sport comme vous. Donc. Moi, ce que j'ai en train de voir, je fais rien du tout du mal. Ah, mais pas du tout. Rien. Mais pas du tout. Maintenant, j'ai même pas encore refait ma vie. C'est maintenant que je voulais refaire. Et quand bien même vous referiez votre vie, je veux dire, vous ne feriez rien de mal. Là, je pense qu'effectivement, ça serait vu d'un très mauvais œil. Mais enfin, vous n'allez pas, comme vous dites, vous vous êtes sacrifié. Enfin, en tout cas, vous avez consacré une grande partie de votre vie à donner le meilleur à vos enfants. Bon, aujourd'hui. Vos enfants sont sur les rails, sont adultes, mènent leur vie comme ils l'entendent. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas intervenir dans la vie de ces enfants. Non. On peut que dire qu'on est là pour eux, quel que soit, qu'on respecte leurs décisions, leurs choix de vie, et qu'on sera toujours là pour eux. C'est important pour qu'il n'y ait pas de coupure ou à un moment s'il y a un éloignement, qu'ils sachent qu'ils peuvent revenir, même si, on fait des choix dans la vie. On peut se tromper en faisant ses choix et on peut changer d'orientation. La vie, c'est ça, rien n'est figé.
Hein, ça peut évoluer. Donc, si à un moment on s'oppose de façon trop radicale, parfois au choix qui est fait d'un gendre ou d'une belle-fille, si le fils ou la fille s'aperçoivent bien que le mariage, le couple ne va plus, ils ont parfois du mal à revenir vers les parents en disant « oui, ils auront beau jeu de me dire que je m'étais trompée, que dès le début, ils avaient vu que cette femme ou cet homme n'était pas bon pour moi. » Donc, il vaut mieux ne pas trop se positionner et laisser la porte ouverte. C'est ce que dit Ninon qui envoie un message en disant chaque génération se positionne en opposition à la précédente, les choses peuvent évoluer, mais vous conservez votre ligne de conduite. Voilà. Merci. Vraiment, hein, parce que pour le moment vous pouvez pas faire grand chose de plus. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que bon, elle est comme ça, elle s'est donné cette ligne de conduite très rigide. Bon, c'est son choix, elle n'a pas à vous imposer le sien. Alors, elle me dit aussi, tu as tout organisé. Nous, les musulmans, il ne faut pas qu'on s'organise. Je dis non, c'est le contraire. Je travaille, j'ai ma vie aussi privée, il faut que je m'organise. C'est pas, vous voulez que je garde mon à distance de vous, que je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille, je respecte votre vie, la porte elle est ouverte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais par contre, c'est pas parce que vous voulez venir à chaque fois et je laisse mon travail, je m'occupe de vous. Je peux pas. Alors pour eux, non. C'est que je veux pas d'eux, que j'ai du mal à accepter leur vie, c'est pas ça. J'ai accepté, j'ai respecté, mais à condition qu'ils respectent la mienne. Mais c'est essentiel et je veux dire, c'est ce à quoi vous devez vous tenir et peut-être lui dire que si aujourd'hui finalement elle peut choisir ce mode de vie-là, c'est aussi parce que vous l'avez toujours laissé libre de ses choix. Oui. Que dans un autre contexte, peut-être justement si on appliquait la loi musulmane jusqu'au bout, comme elle dit, ou la charia ou autre, elle aurait peut-être même pas son mot à dire. Alors est-ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut? Parce qu'après tout, si elle veut aller jusqu'au bout des choses, elle peut très bien aller dans des pays où la charia s'applique. Oui. Vous voyez? Parce que après tout, si elle veut discuter sur ce mode-là, vous pouvez lui dire. Et que vous avez suffisamment eu cette possibilité dans l'éducation et d'ouverture de lui laisser un choix de vie qui était différent que celui que vous aviez au départ pour elle. Alors, elle est peut-être justement, comme le dit très justement Ninon, en opposition à vous. On voit bien qu'elle est dans un mode de vie radicalement différent du vôtre. De la mienne. Hein, de votre mode de vie. Oui, donc, je pense que justement, plus parfois, c'est un point de crispation entre vous deux, et à la limite, vous restez sur votre ligne de conduite. Vous n'avez pas à vous sentir remise en question à chaque fois qu'elle vous dit, pour des choses du quotidien telles que l'histoire du vinaigre, dire, vous lui dites, écoute, même un peu à distance, même en plaisantant, dire, bon, écoute, c'est pas maintenant que je vais changer mes habitudes, pas à mon âge, ou vous voyez, ça me posite même pas à discuter, vous prenez ça un peu comme ça, et puis, parce que si elle sent que ça devient trop un point de crispation, elle vous provoque là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste très infantile. Justement, il me provoque beaucoup de choses. Oui, elle vous provoque. Oui. Mais ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose de son identité qui est pas très encore sûr. C'est en relation à vous, voyez. Donc, si elle sent que vous ne changez rien, ça vous fera pas changer, mais qu'après tout, comme vous dites, elle est libre de faire ce qu'elle veut, peut-être qu'elle sera un peu moins crispée sur ses positions. L'éducation que vous lui avez donnée est là quand même. Mais on voit quand même des enfants parfois, dans des familles par exemple qui étaient très antimilitaristes et tout, des enfants qui embrassent la carrière de militaire. On voit, vous voyez, des enfants qui prennent complètement le contre-pied de l'éducation qu'ils ont reçue. Hein. Oui. Bon, donc je pense qu'il peut y avoir aussi de ça dans ce que vit votre fille. Oui, excusez-moi, je vous coupe la parole, excusez-moi. Je me sens un peu coupable si je ne l'ai pas laissée à se marier avec cette personne, elle n'aura pas cette vie. Voilà comment je me culpabilise maintenant. Je le vis mal. Mais vous n'avez pas à vous culpabiliser. Oui. Vous savez, avec ces enfants, je vous dis, vous avez
vous avez donné cette éducation-là. Bon, votre fille, elle a sa personnalité, elle est dans un choix de vie qui n'est pas le vôtre. Mais pourquoi vous culpabilisez? Vous l'auriez, je vais prendre un exemple, vous l'auriez peut-être élevé dans en lui donnant une éducation extrêmement religieuse, voyez, en lui disant voilà comment doit se comporter une bonne musulmane, ce qu'elle doit faire, pas ne pas faire attention, ma fille, ça c'est péché. Vous auriez peut-être en face de vous, alors vous allez vous mordre les cheveux, mais dire une jeune femme extrêmement libérée, qui enverrait tout ça balader en disant j'en ai marre de ce carcan dans lequel on m'a élevé, ou au contraire, bon, quelqu'un qui aurait suivi complètement cette voie-là, mais on peut aussi complètement prendre le contre-pied de l'éducation de ses parents. Donc vous n'avez pas, voyez, à vous sentir culpabilisé. La preuve d'ailleurs, vous avez des enfants. Oui. Vous en avez 4. Oui. Aucun finalement n'a suivi la même voie. Enfin, c'est-à-dire c'est avec elle que vous avez des difficultés, mais parce que c'était aussi dès 14 ans, elle voulait vivre comme ça. Il y a Margaret qui dit ne vous tracassez pas, vous avez fait le maximum pour vos enfants. Bon, peut-être pour le moment elle est dans cette voie-là. Peut-être qu'un jour elle se dira c'est pas le bon choix, et puis à ce moment-là elle reviendra vers vous. Mais pour le moment c'est pas ce qu'elle vous dit, donc il n'y a pas lieu de culpabiliser. Et puis un message qui dit aussi l'important c'est quand même de garder le contact avec elle. Il y a Edith. J'essaye, mais comment ça me fait mal à chaque fois il y a quelque chose. Elle crée autre chose du mal quand lui voit, bon je sais pas, quand il voit et qu'on croit que j'essaye, je pardonne. Oui, il y a toujours... oui, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Gardez votre ligne de conduite. Il y a Antoine qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci de vous être arrêté. Je sais que vous étiez sur la route. Merci surtout de m'accorder l'antenne. On vous entend très mal, hein. La liaison n'est pas bonne. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Non, on vous entend mal, Antoine. Je sais pas. Vous nous appelez. Vous avez un kit main libre? Vous avez un kit main libre? Non, absolument pas. Bon, ça y est, là, on vous entend. Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Donc en fait, je voulais tout simplement, si vous voulez, intervenir par rapport à l'auditrice. Écoutez, elle a bien du courage. Simplement, moi, si vous voulez, là où je suis un petit peu, on va dire, en désaccord avec ce que j'entends et ce qui se dit, vous savez, c'est une problématique qui est d'actualité. Hein. Complètement. C'est pour ça que c'est intéressant d'entendre Fatia. Voilà. On ne peut pas tous être d'accord. La critique est toujours bonne à prendre. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je constate une chose, si vous voulez. Bon, on est en France. La France est un pays d'accueil, terre d'accueil. Ça, on est tous d'accord. La France a sa propre culture, ses traditions propres. On a une conception des choses qui est différente très certainement de beaucoup d'autres pays, notamment. Des pays d'Afrique ou des pays musulmans. Oui. Moi, là où je suis un petit peu, j'allais dire, chagriné par ce que j'entends, en tout cas, ce qui me, c'est que simplement, il faut quand même rappeler une chose, c'est que, vous savez, tous les peuples du monde, hein, chaque pays dans le monde a ses coutumes, ses traditions, sa religion. On parle souvent sans cesse d'intégration. Alors on nous ravage, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas comme ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Bon, j'entends plein de choses, hein. Bon. Après, moi, mon avis, il est que je crois qu'il faut laisser les gens vivre leur vie, tout simplement. Celui qui fait ou celle qui fait le choix de vivre sa vie différemment de l'autre, écoutez, pourquoi tout de suite victimiser? Pourquoi tout de suite, je peux comprendre que ça puisse effectivement ne pas être... qu'on puisse pas être d'accord, que ça peut nous choquer ou heurter certaines sensibilités, ou on peut être en désaccord, ce qui est tout à fait légitime. Hein, mais qui a victimisé qui? Qui a victimisé qui, là, Antoine? Quand j'entends cette dame qui, selon ce que j'ai pu comprendre, c'est une dame qui est d'origine musulmane. On est bien d'accord? Enfin, qui a cette religion-là, parce que d'origine musulmane, oui, ça ne veut pas dire grand-chose, oui. Non, attendez, elle est de confession musulmane. Voilà. Bon. Oui, mais enfin, c'est pas présenté comme ça, d'ailleurs, Fatia. Elle s'est pas présentée comme ça, mais elle parlait plutôt de sa fille, oui.
Mais tout tourne autour de ça, madame, depuis le départ. Depuis ce que j'entends tout à l'heure... Mais parce qu'au départ... Non, mais attendez, vous généralisez le débat, parce que ça touche effectivement... J'ai dit, moi, à un moment, je l'ai généralisé en disant, ça pose question par rapport à cette génération, Fatia, qui a une 50aine d'années, et on voit parfois des jeunes femmes qui se mettent un peu à adopter un mode de vie beaucoup plus religieux que n'avait leur mère. Mais si vous voulez, au départ, Fatia, c'était quand même aussi, ça touche la relation mère-fille, cette incompréhension, parce que par rapport aux valeurs qu'elle lui avait transmises, elle, sa fille adopte des valeurs radicalement différentes et sa fille voudrait lui imposer aujourd'hui ces valeurs. Donc on était plus dans le plan de l'intime en disant que effectivement tout le monde est libre de vivre sa vie comme il entend. Si la fille de Fatia veut suivre cette voie-là, c'est son droit, mais elle n'a pas à l'imposer aujourd'hui à sa mère. C'est-à-dire à interdire à sa mère de faire du sport, de travailler et de qu'elle n'a pas à porter de jugement puisque Fatia, elle, ne la juge pas dans ses choix de vie. Exactement. Voilà, donc il n'y avait pas de victime, hein. D'accord, alors je partage entièrement votre avis. Quand je parle de victimisation, c'est vrai, je tombe peut-être un petit peu dans l'exagération. Simplement, ce que je veux dire quand je dis, votre auditrice, c'est une personne d'origine musulmane. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Il se peut que je me trompe, mais même si elle n'applique pas et elle ne pratique pas... Mais c'est ça, oui. Elle est, voilà, on est d'accord. Donc, cependant, et c'est vrai que c'est un fait... C'est comme si vous disiez, je suis d'origine catholique. Voilà, j'exerce une profession dans laquelle je suis confronté 10 heures par jour à ce type de problème. Bon, voilà. Mais je peux vous dire que, effectivement, les générations d'aujourd'hui, les nouvelles générations, donc je ne parle pas, sont des gens, des jeunes, qui, quelque part, sont à la recherche, non pas d'une identité, mais d'une origine propre. C'est un phénomène, j'allais dire, qui prend une ampleur considérable, mais partout en Europe. C'est pas spécialement en France. On le vit, il y a des stats, on le voit en Allemagne, on le voit en Angleterre, on le voit en Espagne, en Italie, partout en Europe en tout cas, c'est un phénomène qui est d'actualité, qui prend une ampleur assez considérable. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train, quand je parle de victimisation... Revenons sur la relation. Il semblerait qu'il y ait, si vous voulez, des différends, en tout cas, entre la mère et la fille, sur le plan, j'allais dire, de la vie de tous les jours, sur des pratiques. Comme par exemple cette histoire de vinaigre. Écoutez, si sa fille décide d'appliquer à la lettre... Vinaigre parce qu'il y a de l'alcool dans le vinaigre. Donc voilà. Voilà, qu'elle décide pour elle-même de s'appliquer, pour elle-même et pour ses enfants, une certaine pratique religieuse. Oui. Écoutez, c'est son droit le plus absolu. Tout à fait. La maman ne peut pas expliquer à la fille, enfin elle peut, c'est son droit aussi d'essayer de le faire, mais qui d'entre elles a le... Voilà, c'est un choix de vie. Mais la fille n'a pas. Non, mais d'accord, mais le choix de vie, on n'a pas à l'imposer à l'autre. La fille de Fatia n'a pas à venir chez Fatia en lui disant, écoute, désolé, mais maintenant, tu n'utilises pas le vinaigre. C'est maintenant à son âge. Enfin, c'est bon quand même. Il y a des limites à l'ouverture d'esprit. Sa fille n'a pas. Alors, ça porte sur ça parce que là, on parle de religion, mais de toute façon, il ne s'agit pas de jeter un amalgame. Mais si vous voulez, à un moment, si vous voulez, les enfants n'ont pas à se mêler des choix de vie de leurs parents, pas plus que les parents, quand les enfants sont adultes, ont à se mêler des leurs. Or, c'est vrai qu'après, de façon plus générale, ça pose question. Je l'ai soulevé, mais je ne vais pas ouvrir le débat ce soir, parce que là, il faudrait beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi et qui pourraient répondre, parce qu'il y a certainement beaucoup d'aspects. Pourquoi, effectivement, des femmes de la génération de Fatia qui ont un mode de vie très moderne, et finalement on voit parfois des filles qui, elles, sont, oui, j'ose le mot, dans une forme de repli identitaire pour certaines. Alors vous dites oui, bon, chacun sa liberté et tout, c'est quand même un phénomène qu'on constate. Voilà, c'est une question, c'est pas une critique ou quoi, c'est une question que je me pose. Alors, vous voyez, vous dites un repli identitaire. Oui, je pense. Moi je le vois comme ça, mais ça, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue, c'est mon point de vue. Absolument. Alors moi je pense sur les choses différemment. Voilà, mais je me dis peut-être que c'est quelque chose au contraire d'enrichissant, c'est peut-être quelque chose de nouveau, voilà quoi, qui peut chacun trouve son bonheur. Je pense que ce qui n'est pas enrichissant, c'est quand on veut imposer sa façon de voir la réalité, sa façon de vivre aux autres, et même si ces autres sont nos proches. Caroline, si vous me permettez. Oui, on va conclure. Faisons bien la différence. Et interprétons à juste valeur et à juste titre. Entre imposer et ne pas être d'accord. Moi, par exemple, votre auditrice vous disait qu'elle refusait de laisser, que sa fille refusait de lui laisser ses petits-enfants partir en vacances avec elle, sous prétexte qu'elle allait aller à la plage et à la piscine. Oui. Cela.
Non, écoutez, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, personnellement, vous avez des enfants, vous êtes responsable de vos enfants, vous êtes responsable de l'éducation et des valeurs que vous leur inculquez. Si effectivement vous êtes en désaccord avec une certaine conception des choses, de la vie, c'est votre droit le plus absolu que de refuser. On voit pas où est le mal. Oui, on peut avoir ce point de vue, mais enfin bon. Après, effectivement, quand on a dans la vie la notion que tout est péché, que tout plaisir doit être interdit, on pourrait en discuter. Bon, en tout cas, vous avez donné votre point de vue. C'est vrai que je ne le partage pas, mais voyez, c'est une libre antenne et vous avez le droit de vous exprimer. Merci beaucoup, Antoine, de vous être arrêté. Merci beaucoup. Des petites réactions et on va conclure. Il y a Carmen qui dit peut-être que votre fille vous juge seule responsable du divorce et elle pense que la religion la protège d'un divorce éventuel. Il y a une dame aussi qui a téléphoné qui a été très touchée par votre témoignage. C'est Sylvie qui dit vraiment vous avez fait tout ce qu'il fallait, donc je ne vois pas pourquoi vous culpabilisez. Elle dit cette dame m'épate, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et je pense pas être la seule dans ce cas-là. Moi, je crois. Compte, Caroline, excusez-moi, même j'avais fait un gros mariage pour les faire plaisir. J'ai des souvenirs, vraiment, je me suis battue. Je fais un crédit pour faire un gros mariage pour elle. Oui. Et tout. Et là, maintenant, elle m'a dit, il faut que tu casses la cassette. Il faut pas que tu montres plus ma cassette. Bon. Très bien. Écoutez, vous dites, vous pouvez dire que il y a quand même des choses. Il y a son mariage à elle, mais vous, ce sont des souvenirs auxquels. Alors, vous la montrez pas, mais vous la gardez parce que vous pouvez lui dire que c'est un souvenir auquel vous tenez. Et puis on va conclure le mot de conclusion à Violaine qui dit moi je vous trouve très touchante, Fatia. Pensez maintenant un peu à vous, Inch'Allah. Oui, j'aimerais bien. Je vous embrasse, Fatia. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour l'émission. Je l'écoute tous les soirs. Merci à vous. Et merci pour tout le monde. Au revoir. Au revoir, Caroline. Bonsoir. Europe 1. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 5. Nick Noah, Redemption Song. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Alors merci à Stéphane, à Jacques également qui ont appelé le 39 21 qui dit il y a encore beaucoup de pédagogie à faire quand on entend le débat un petit peu qui a eu lieu, quand on entend des personnes d'origine musulmane, et ajoutant qu'on confond souvent les religions et les origines et que cet amalgame est source de beaucoup de malentendus parce que effectivement en l'occurrence on a bien compris que la fille de Fatia était c'était dans la religion musulmane. Pour autant, Fatia ne s'était pas présentée comme telle. Et même là, quand on dit il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans et des musulmans qui ne sont pas arabes. Donc, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et Fatia ne s'était pas présentée comme telle. Hein. C'est quand même important aussi de le préciser. Parce qu'après tout, on peut avoir aussi des origines maghrébines sans être musulman. On va maintenant accueillir Karina. Bonsoir. Oui, bonjour Caroline. Bonsoir Karina. Voilà, donc moi j'écoute de temps en temps votre radio. Oui. Et puis ce soir j'avais envie comme ça de m'exprimer. Et puis merci de m'avoir pris. Mais je vous en prie. Aussi rapidement. Moi je pensais pas du tout être prise. Voilà Caroline, moi il y a un truc qui m'agace. C'est que je ne me plais pas dans ce monde. Je ne me suis jamais plu dans ce monde. Et on va dire aussi que je vais pas dire que je déteste tout le monde, mais je suis quelqu'un très réticente à l'égard des gens, parce que j'aime pas trop les gens. Voilà. Oui. J'aime pas trop les gens. Voilà. Ça a toujours été comme ça ? Oui, Caroline, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que des fois, je suis un petit peu agressif. J'essaie quand même de me contrôler. Mais Ils vous ont déçu ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes déçu par les gens Non, j'ai jamais été déçue par les gens. Je les aime pas parce que pour moi, la vie est un mensonge. Tout à l'heure, j'ai écouté la dame qui parlait de religion musulmane. Alors, je déteste toutes les religions qui puissent exister sur la Terre. Elles sont pour moi synonymes de destruction et de
et de mensonges. Je trouve que les gens ne cessent d'inventer des choses. Voilà. Donc, vous avez eu à souffrir, vous, dans votre histoire de mensonges? On vous a menti sur des choses qui vous concernaient, des choses importantes qui vous concernaient? Non. Et d'où vous vient alors finalement, vous dites vous n'aimez pas les gens. Vous avez été aimé, vous? Par ma famille? Oui. Non. 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 Vous n'avez pas de souvenirs tendres, de souvenirs aimants de... Non. Ah, non, du tout, Caroline. Une enfance très, très, très difficile. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par enfance difficile? Il se trouve que dans la famille, on est 9 enfants. Moi, je suis la 3e. Et puis, dans les 9 enfants, je suis la seule qui n'a pas eu d'affection et d'amour de la part de mes parents. Ah oui, vos autres frères et sœurs, eux, étaient plus entourés, avaient des liens affectueux avec vos parents? Oui, tout à fait, oui. Comment vous expliquez alors que vous étiez la 3e, que vous étiez le vilain petit canard de la famille, de la fratrie? Oui, pour eux, j'étais peut-être un vilain canard, mais moi, j'étais qu'une enfant, hein. Bien sûr. Donc, oui, non, mais c'est une formule, hein, c'est une expression, bien sûr. Oui, mais pourquoi vous aviez cette place à part? Là, franchement, Caroline, je sais pas. Ouais. Bon, ça, maintenant, c'est du passé. Hein, bon, oui, mais c'est du passé qui fait que ça envahit complètement votre présent. C'est difficile de... Vous voyez, vous dites j'aime pas les gens, mais vous n'aimez pas... Vous n'avez pas été aimé non plus. C'est difficile d'aimer quand on n'a pas été aimé. Hein. Ah, d'accord. Oui, donc pour moi, c'est du passé parce que les années ont passé et puis après, on va pas non plus rester tout le temps sur son problème, quoi, je veux dire. Mais en l'occurrence, c'est un passé qui ne passe pas. Si, il est en quelque sorte passé il conditionne ce que vous êtes, ce que je veux dire par là. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, j'ai mis du temps... comment dirais-je, à un petit peu pardonner à ma famille ce qu'ils m'ont fait. On s'est revus, je les ai vus 20 ans après, quoi, je veux dire, hein, parce que moi j'étais partie. Je les vois de temps en temps, très rarement, mais je vais pas dire que j'ai la haine pour eux comme je l'ai eu quand j'avais 25 ans, 30 ans, vous voyez, Caroline. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui? 45. 45, d'accord, oui. Non, mais j'aime pas les gens. Vous avez été comme parfois quand on a été trop blessé. On se protège aussi. Finalement, on peut pas aimer ne va pas forcément de soi. Hein. Oui, oui, j'ai été blessée par ma famille, oui, par le passé, oui. C'est ça. Oui, il y a toujours une blessure, mais la blessure, elle est moins. Maintenant, vous vous en défendez, c'est-à-dire en tenant à distance tout ce qui pourrait être de nouvelles sources de blessures. Oui. Donc, en disant j'aime pas les gens, vous avez dressé une barrière hermétique entre vous et eux. Comme ça, ils peuvent plus vous atteindre. Je les aime peuvent pas. Plus vous blesser. Oui, mais moi, je les aime pas. C'est pas de ma faute. Hein. je vais pas dire que tout le monde m'agace. Hein. Oui. Mais les 3/4 du temps, je les aime pas. Je trouve que la vie est un mensonge. Les religions. Qu'est-ce que vous voulez dire par la vie est un mensonge? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Chacun a une vérité. C'est vrai. C'est vrai. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est mensonge, mais il n'y a pas la vérité n'existe pas, et c'est très problématique ceux qui pensent détenir la vérité. Oui, voilà. On le voit d'ailleurs à travers les religions où l'une se pense, parfois des religions se pensent l'une supérieure à l'autre. Déjà, rien que les religions, ça pose problème. Oui, rien que les religions, je ne veux même pas en parler parce que c'est quelque chose qui m'agace. Vos parents étaient religieux? Oui. Oui. Donc finalement, dans leur quotidien, les gestes du quotidien, les valeurs et tout étaient complètement contraires aux préceptes qu'ils ne mettaient pas en place en application ce qu'ils prônaient. Il n'y a rien de pire, ça, pour un enfant. Quand les parents sont, je sais pas, peut-être fourrés à l'église tous les 4 matins, veulent avoir l'air de gens très pieux, très honorables, très respectables, et puis qui, dans les faits, l'enfant voit qu'ils ne le sont pas du tout.
Enfin bon, même ceux qui sont dans la religion, pour moi, ils sont dans le mensonge. Mais vous savez, on est toujours... La vision que l'on a du monde, elle est toujours conditionnée par l'image que l'on a, nous, notre image intérieure de ce monde. La façon dont on voit les autres. Elle est très liée à la façon dont... par rapport à ce qu'on a vécu. Oui. Là où moi je vais trouver des gens très très sympathiques, dire oh là vraiment cet endroit est charmant, vous allez me dire non, les gens ont l'air particulièrement hostiles parce que vous sentez pas bien. Oui. Bon, ou l'inverse, hein. Oui, bon, il y a des gens que je trouve charmants, qui sont sympas. Mais mais dans l'ensemble, c'est vrai que je suis très difficile et puis voilà, pour moi tout le monde c'est des menteurs. Pour moi la vie c'est un mensonge, voilà. Bon. Ça ne doit pas simplifier votre vie au quotidien quand on a une telle vision. Oui. Hein? Oui. Parce que vous êtes, pourtant vous êtes en train d'en parler, avec moi et vous écoutez une libre antenne où les gens justement se confient et parlent d'eux. Oui. Mais justement, je l'écoute pas tout le temps. J'ai pas dit que vous l'écoutiez tout le temps. Des fois, c'est agaçant. D'accord. Des fois, c'est agaçant parce que les trois quarts, c'est des gens qui ont des problèmes. Oui. Donc des fois, ça serait bien d'entendre des gens heureux, par exemple. Bon. Oui, bien sûr. Mais les gens heureux, souvent, n'appellent pas. Oui. Comment? Les gens heureux, souvent, on dit, hein, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors que, bon, ça serait bien. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça fait du bien. Il y en a un peu qui parfois appellent pour nous faire partager. Ça vous agacerait pas? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre. Oui, d'entendre tout le temps les problèmes. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des mensonges. Voilà. C'est comme la couleur du ciel. C'est un mensonge. On est dans l'illusion de la couleur. Ah, ça, on pourrait, au côté de la couleur, oui. Le bleu du ciel n'existe pas. Mais moi, je pense que, puisque ce mot de mensonge qui revient tout le temps dans votre bouche, je pense qu'il y a eu, concernant peut-être votre histoire, votre naissance, pourquoi vous avez cette place si particulière dans votre fratrie. Vous avez quand même dit que vous ne vous plaisiez pas dans cette société, comme si vous ne trouviez pas votre place. C'est vrai. Dure, quand même, moi, je la trouve très dure. Mais vous n'avez pas trouvé votre place, vous n'aviez pas votre place aussi au sein de la famille. Vous aviez en tout cas une place très particulière. Là où vos frères et sœurs, me dites-vous, étaient plutôt aimés, vous étiez rejeté. Pourquoi? Oui. Franchement, je ne l'ai jamais su. Et puis, le problème, c'est que comme mes parents, quand j'étais enfant, adolescente, me frappaient, tout ça, ne m'aimaient pas. C'est-à-dire que ça a un petit peu influencé mes frères et sœurs. C'est-à-dire que eux, mes parents n'aimaient pas, donc ils m'aimaient pas non plus. Oui, ça c'est terrible. Donc ça fait que moi, je n'ai pas de relation avec eux. Oui, c'est terrible ça. Voilà, je n'ai pas de relation avec eux. Moi, je fais ma vie, ils font leur vie. Oui, ça c'est terrible parce qu'effectivement, quand les parents influencent beaucoup de choses et quand malheureusement il y a un enfant qui peut être mal aimé, voire très rejeté ou le souffre-douleur, il va devenir aussi le souffre-douleur de la fratrie. Voilà, mais mes frères et sœurs ne me frappaient pas, Caroline. Non, mais... C'est-à-dire que mes parents ne m'aimaient pas, donc eux, ils ont été influencés, quoi. Mes parents m'aimaient pas, donc après on a grandi et... Puis de toute façon, je les vois pas. Hein. On n'a pas grandi ensemble. Et dans votre vie, alors, qui est-ce qu'il y a? Il n'y a pas trop d'humains autour de vous, si je comprends bien? Non, pas vraiment. J'ai pas d'amis et ça m'intéresse pas d'avoir des amis. D'accord. Vous travaillez? Oui. Vous avez des animaux autour de vous? Alors, je l'explique. J'ai un chien. Bon, je l'aime bien. Mais quand je sens qu'il y a un lien affectif qui se crée entre nous, je le repousse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous angoisse? C'est pas que ça m'angoisse, c'est que on va dire que j'aime pas ça. Oui, mais le chien, et vous avez pris un chien pourtant. Le chien, il a besoin de son maître. Enfin, il est vraiment, il vient rechercher en général la tendresse. Vous avez pris un animal qui recherche particulièrement la tendresse. Oui, mais des fois on est comme ça ensemble, mais des fois c'est un peu pesant, quoi. Parce que je veux pas qu'il soit trop attaché à moi. On dit suivre comme un petit chien. Enfin, c'est collé. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais parce que là aussi, vous projetez sur lui certainement des choses, c'est risqué d'être trop attaché.
C'est-à-dire qu'attaché, ça c'est quelque chose de bizarre. Quelque chose que vous connaissez pas bien, en tout cas qui vous a fait souffrir. Donc vous vous en protégez. Voilà. Mais si vous m'appelez, c'est que quand même, parce que ça manque terriblement d'amour dans votre vie, et qu'à un moment vous pouvez vous ouvrir à ça, parce que vous avez cette capacité à pouvoir quand même en parler. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. D'accord. Je pense que ça vaudrait la peine de creuser, parce que vous avez été, c'est votre enfance qui a déterminé ce que vous êtes. Oui, vous n'êtes pas né comme ça. J'ai 45 ans, et alors, Caroline, mais on ne peut pas guérir de son enfance. On peut réparer bien des blessures. On la porte avec soi, mais l'amour, on ne peut pas fermer toutes les portes. Il y a toujours quelque chose qui peut s'ouvrir. Et moi, je vous conseillerais d'aller poursuivre cet échange comme vous l'avez fait là avec moi, avec quelqu'un, de parler. Et je pense que vous découvririez en vous-même des choses que vous ne soupçonnez pas. Et peut-être une plus grande capacité à aimer que vous ne le pensez. Vous vous protégez surtout beaucoup. Vraiment, je vous y encourage, Karina. Au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et... Si vous nous rejoignez sur Europe 1, cette émission est la vôtre. Vous pouvez y aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Vous pouvez également donner votre point de vue par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ou par mail sur le site europe1.fr. Alors beaucoup de réactions pour Karina qui avant le journal de minuit nous disait j'aime pas trop les gens. Et disait que la vie était pour elle un mensonge. Laurence de Picardie dit votre rejet de la société ne serait-il pas un rejet de la vie tout simplement? Ne laissez pas la solitude envahir votre vie. Je connais quelqu'un comme cela, il s'est complètement refermé sur lui-même et se retrouve aujourd'hui seul. Ce n'est pas vivre cela. Je vous conseille de vous faire aider et de respirer, d'humer la vie. Par SMS, quelqu'un me dit est-ce que cette auditrice s'aime? Un autre message qui dit a-t-elle approché une fois dans sa vie, ressenti un élan pour une personne ou un événement particulier de sa vie? Quelqu'un dit également vous aimez-vous? Et si la vie est un mensonge, alors sortez de l'illusion. Et puis Marie-Laure dit son témoignage m'a troublée car un jour je me suis dit la même chose, j'aime plus les gens. Alors ça peut arriver, c'est pas la même chose de dire j'aime plus les gens. Par moment, pour en avoir marre, être fatigué, lassé, être déçu. Bon, après tout, on a tous des moments comme ça, un peu de vague à l'âme. Et puis Karina dit j'aimerais bien qu'il y ait des gens aussi heureux qui appellent. Donc dire ça fait du bien. Anton, il y a Dalton qui dit moi je suis heureux, mais je suis timide, donc j'ose pas appeler. Et puis il y a Lee qui dit moi j'ai passé d'agréables vacances en Andalousie la veille de notre retour à Paris avec ma fille. Nous avons fait une balade en voilier le soir. C'était un moment magique. Voilà, je témoigne que dans la vie, il y a aussi des moments merveilleux. Mais vous pourriez nous appeler au 39 21 pour nous en parler. J'avais fait un peu un appel à mon retour en disant peut-être que ceux qui également rentraient de vacances, si vous vouliez un peu nous faire partager certains moments que vous aviez vécu en vacances, certaines rencontres, un peu comme des cartes postales que vous nous enverriez avant d'aborder de plein fouet la rentrée. Ce serait vraiment avec plaisir. Alors on va écouter un petit peu de musique et puis après nous accueillerons Claire. Coups et blessures. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais être un peu consultante en sport et en foot. Eh oui, voilà, ça y est, c'est une nouvelle passion là qui est née pendant mes vacances. Faut que je vous dise tout. J'ai peut-être, on avait proposé de co-animer avec Jean-Charles Banoun. Je sais pas, c'est bon. J'ai dit qu'il fallait que je me perfectionne un petit peu. Mais enfin, tout ça pour vous dire que Bordeaux s'est qualifié pour l'Europa League en battant l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2. Merci à vous d'avoir appelé le 39 21 pour rectifier l'info qui est passée dans le journal de minuit. Donc Bordeaux s'est bien qualifié en battant l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2.
Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Alors, Claire n'est pas avec nous. On a un petit problème de téléphone, elle n'est plus là. Bonsoir, Olga. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis contente de vous avoir parce que je voudrais réagir au témoignage de... Je ne sais plus son prénom. Alors, c'est Karina, l'auditrice que nous avions avant le journal de minuit, qui disait qu'elle n'aimait pas trop les gens. Voilà, alors je peux dire que je suis un petit peu son opposé. Bon, je suis peut-être plus âgée, j'ai 58 ans. J'ai eu une vie très dure, une enfance très dure. Peut-être bien pire qu'on ne peut imaginer, parce que je crois que les livres de Charles Dickens ne sont rien à côté. Ah oui, ça donne effectivement un éclairage, oui. On dirait ce qui s'est passé dans notre enfance, les gens diraient ça ne peut pas exister. Mais enfin bref, c'est du passé et je suis heureuse. Mais heureuse, vous ne pouvez pas savoir. De tout. De parler aux gens, de voir le soleil, d'écouter les arbres. Pour moi, la vie... Vous écoutez les arbres? Oui, les feuilles. Ah oui? Oui, le bruit du vent sur les feuilles. Ah oui, c'est vrai que c'est agréable, oui. C'est vrai que c'est très agréable d'être... On met d'ailleurs parfois les bébés, les berceaux, un peu dans un landau, sous un arbre où les feuilles bougent. Les bébés aiment beaucoup regarder, ça fait comme un... J'ai un petit garçon de 3 mois, je le mets sous les feuilles. Oui. Il regarde le jeu des lumières, du vent. Et rien que ce regard, ce bruit, ces lumières, mais pas que ça, des tas de choses dans la vie. C'est un mobile vivant. Voilà. Mais des tas de petits bonheurs dans la journée. Oui, vous savourez. Je savoure et j'aime les gens. J'aime les gens de tout mon cœur, n'importe lesquels. Et oui, comme quoi c'est intéressant parce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets selon les personnalités. Non, mais c'est-à-dire que vous avez pris le versant positif des choses, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, qui auraient toutes les raisons du monde de détester la vie, de détester les gens, et qui, au contraire, puisent en cela une force et le goût de la vie, savoure finalement, y compris dans les choses les plus simples, parce que ce que vous nous décrivez, c'est des bonheurs qui sont accessibles à tous et que la plupart d'entre nous ne voient même pas. Et souvent, justement, la nature fait beaucoup de bien, apaise beaucoup, parce qu'on on trouve beaucoup de réconfort au sein même de la nature, si on est à même d'apprécier ça. La plupart d'entre nous ne savent pas apprécier. Le miracle de la vie permanente, je sais qu'il y a des tas de gens malades qui sont là maintenant dans leur lit. Nous, de pouvoir tenir mon téléphone, il faut savoir se dire que chaque instant de la vie, c'est pas une chose normale, c'est un miracle permanent de pouvoir tenir son téléphone, de pouvoir marcher. Et si on se rend compte de ce miracle permanent de la vie, de chaque cellule qui peut bouger, qui peut s'enclencher, tout ça, il faut encore en être capable de s'en émerveiller, je crois. Il ne faut pas passer à côté de ces choses-là. Et pour moi, tout est beau. Mais alors, c'est ça, vous avez transformé en positif, même d'ailleurs dans votre amour des gens. Finalement, il y a au lieu d'être dans le repli sur soi, finalement l'hostilité sourde, l'agressivité, voire la haine. Bon, il y a parfois comme vous l'ouverture, et finalement, en aimant les gens, c'est aussi le désir d'être aimé d'eux. C'est-à-dire que ça oui. C'est contagieux tout ça aussi. C'est contagieux. C'est-à-dire s'il y a beaucoup d'hostilité en vous, les gens vont vous tenir à distance. L'inverse, c'est vrai aussi. Cette dame doit être bien malheureuse, parce que quand on fait l'inverse, je m'aperçois, il n'y a pas un jour où je rentre chez moi où, comme cet après-midi, j'ai eu 2 personnes que je ne connaissais pas. Elles m'ont souri, on a engagé la conversation, elles m'ont parlé, je ne sais pourquoi, de leurs soucis, on a discuté de choses vraiment intimes, de gens que je ne connaissais pas. Et je m'aperçois que on donne, on échange, et puis j'ai plein de retours positifs. Mais bien sûr, parce que c'est ce que je disais à Karina, c'est que notre vision du monde extérieur est complètement influencée par ce
que l'on est, parce que l'on ressent. C'est-à-dire que si on est bourré d'hostilité, on va percevoir les autres comme hostiles. Voilà. À l'inverse, si on se sent bien, si on est bien dans sa peau, on va arriver quelque part, on va dire « les gens ont l'air très sympathiques ici ». Oui, je ne vois pas d'emblée chez les gens ce qu'on ne peut pas aimer. Je cherche toujours ce qu'on peut aimer. Il y a toujours quelque chose à aimer chez n'importe qui, je pense. Je voudrais dire ça à cette dame, de chercher. Les gens ne sont pas totalement hostiles, totalement bons, mais il y a toujours une parcelle à aimer, et je pense qu'il faut voir que ça. Et pourtant, je sais si j'ai eu des misères, si mes frères et sœurs, on a une enfance... et mes frères et sœurs sont comme moi, et on voit que la beauté autour de nous, on s'est toujours entraidés, on entraide les autres, et je pense qu'il est important de tenir ce discours et de faire entendre ça. Il y a plein de belles choses dans la vie, et les choses les plus simples. J'ai pas d'argent, je suis pas riche. Bon, certes, je peux manger, heureusement, je sais qu'il y a des gens... oui, il faut que les besoins premiers soient quand même satisfaits. Soient satisfaits. Pouvoir, on ne peut pas vivre sans que les besoins premiers soient... J'ai toujours eu la chance de faire un travail que j'aimais aussi, mais il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous rendre heureux. Je pense qu'il faut savoir aller de l'avant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voyez, moi, ce qui me rend quand même optimiste pour Karina, c'est je rejoins un peu Nana qui nous écrit en disant que finalement, son appel de ce soir, c'est aussi une main tendue vers l'autre. C'est pas un hasard qu'elle appelle une émission où on parle de soi et où d'autres écoutent. Même si c'est pour dire j'aime pas les autres, j'aime pas trop les gens. Elle sait qu'elle est entendue par ces gens dont elle parle. Non, elle a bien précisé qu'elle écoutait pas tout le temps, mais peu importe. Ça veut dire qu'elle peut écouter, donc elle écoute de temps en temps. Et elle n'est pas repliée totalement sur elle-même. Non, il y a quelque chose, et effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit Nana, il peut y avoir quelque chose d'une main tendue, d'une ouverture, de quelque chose qui s'adresse quand même. Elle parlait pas dans le vide, elle a été entendue. La preuve d'ailleurs, elle vous fait réagir. Il y a Raphaël aussi qui dit, ça me rappelle tout ce qu'a dit Karina, une chanson de Jean-Louis Aubert, on n'invente pas un sentiment, des baisers donnent l'alphabet, on n'apprend pas un sentiment, même si on veut faire autrement, on aime comme on a été aimé. Et il ajoute, l'empathie est instinctive, un bébé répond à nos sourires, il faut avoir vécu des souffrances énormes pour avoir perdu cet instinct. Alors c'est vrai que il y en a qui prennent le contre-pied, comme vous, qui peuvent surmonter. Hein, c'est ça, on en parlait un peu avec Fatia différemment, qui surmonter et qui vont être au contraire dans cette ouverture, dans ce don et pouvoir savourer. D'autres qui, faute d'amour, vont complètement se replier. Mais rien n'est jamais acquis. Le fait, finalement, appeler pour dire j'aime pas trop, c'est quand même j'aime pas trop, mais je suis quand même en train de parler à des humains. Oui. Je peux en parler. Elle est capable de parler. Voilà. Elle est capable de parler. Voilà. Et c'est important, quoi. C'est important. Mais moi, ce que je voudrais lancer comme message, je sais, il y a des gens qui vivent des situations catastrophiques, mais pour la plupart des gens, la vie vaut encore la peine d'être vécue. Mais merci beaucoup, Olga, de ce témoignage. Voilà, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Moi Allez, aussi. Au revoir. On accueille Stéphane qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour, Stéphane. Caroline. Bonsoir, ça va ? Je suis toujours là, moi. Je sais que vous êtes un fidèle de l'émission. Voilà, avec mes horloges, je suis toujours là. Alors, on va peut-être avoir... ça va sonner à 30 ? Ah ben, je pense que vous y aurez droit. Je sens cela comme ça. Vous n'avez pas fait de nouvelles acquisitions d'horloges pendant les vacances ? Non, vous n'avez pas craqué pour... Par contre, j'ai été voir une église classée monument historique dans les Vosges, parce que je suis d'origine des Vosges, moi. Donc... Ouais, comme Fifi. Non, Fifi, c'est les Ardennes, non mais... Ah ouais, je sais pas pourquoi je veux la mettre. Non, mais pas du tout. Oh là, Fifi, ça y est, je l'ai déplacée dans les... Moi, je suis un Vosgien, donc je suis retourné par chez moi là-bas. Et bon, d'ailleurs, à mon avis, je suis retourné en Picardie, mais j'ai rechopé un peu l'accent de là-bas. Mais bon, bref. Et j'ai été voir une horloge classée monument historique, parce que l'église était classée monument historique, et je me suis régalé. Ouais. On m'a tout montré, on m'a tout expliqué. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, par rapport à Karina, je suis un petit peu comme ça. Moi, je suis un petit peu grognon. Bon,
je suis français, on va dire. Hein, donc, on est tous un petit peu comme ça. Et moi, des fois aussi, la société, elle m'emballe pas non plus. En plus, moi, je suis assez contestataire. Est-ce que c'est parce que je suis né en 1968 ? Je ne sais pas. Ça peut-être... ça joue quand même, hein ? Comment ? Oui, être né en 1968, ça conditionne bien des choses. Exactement. Hein, moi, je suis né après le mouvement parce que je suis né en août, mais quand même, ça a dû laisser des traces. Vu qu'en mai, ma mère me portait encore. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le bonheur, tout le monde le cherche ou il faut pas le chercher. Moi, ce que je disais à votre assistant, le bonheur, c'est quelque chose de simple. Moi, comme je l'ai dit, là, je suis en train de vous écouter, je suis devant ma tasse de café, et ben voilà. C'est, excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire ce que je vais dire, mais c'est le pied. Voilà. C'est tout. C'est le bonheur, il est là. C'est des moments de plaisir qu'on a. Et ça peut être différents moments de plaisir dans la vie. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, il faut pas le chercher à des kilomètres. Ça sert à rien. Et il faut parler. Moi, je vois quand je suis parti en vacances là, début août, et ben je me suis retrouvé à attendre mon train à la gare de l'Est. Je me suis retrouvé à un petit zinc qu'il y a sur le quai, les petits bistrots là qu'il y a. Bon, j'ai bu un coup. J'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas. Et voilà, on dit Paris, mais bon, n'empêche qu'à Paris, j'ai parlé avec des gens que je connaissais pas. C'est vrai. Et on a échangé toutes sortes de choses. Et le bonheur, c'est ça en fait. Oui, mais c'est ça, c'est des moments furtifs où parfois, comme vous dites, on échange avec des inconnus et comme le disait Olga, on peut avec des inconnus avoir même des échanges. Alors bon, parfois on rigole, c'est des petits mots comme ça sympathiques échangés, et parfois des échanges qui peuvent être assez profonds. Ah, mais ça peut être très profond. Parce qu'il y a un moment, on sent qu'il y a un courant qui passe et bon, on sait qu'on va pas les revoir, mais peu importe. Exactement. On a envie à ce moment-là de dire quelque chose de soi, de confier quelque chose de soi réciproquement, et puis il s'est passé quelque chose d'une rencontre. Alors il y a des rencontres de quelques minutes qui valent bien des rencontres qui durent des années, hein, parfois. Ça marque, c'est des petites choses qui marquent, qui nous mettent en joie. Exactement. Moi, c'est pareil. Bon, là, moi, je fais un travail qui m'oblige. Enfin, qui m'oblige. Non, c'est pas vraiment le terme, mais c'est un travail qui fait en sorte que je fréquente beaucoup de gens, vu que je suis accordeur de piano et je fais le service après-vente. Donc forcément, les pianos, c'est pas les gens qui les ramènent, on se déplace chez eux. Bon il y a des personnes avec qui on parle, on va parler pendant 1 heure, on les reverra peut-être plus pendant 1 an ou plus, mais ce qu'on aura échangé, on l'aura échangé. Alors dites-moi, le bonheur là pour vous, Stéphane, ça va être qu'il y ait l'émission le dimanche soir maintenant, puisque je me souviens un jour, vous disiez que vous aviez le blues un peu du dimanche soir. Ah oui, tout à fait. Hein ? Ah vous avez bonne mémoire, oui. Ah oui, j'ai une excellente mémoire, oui. Oui, mais ça c'est dû à une ça c'est dû au fait que j'étais longtemps interne. Et donc, parce que moi j'ai quand même... oui, je comprends, oui. J'ai 17 ans de pension dans les pattes. Hein. Ah oui. Donc, oui, donc c'était vraiment le retour à la pension, la longue semaine, la séparation avec vos parents, vraiment la coupure à nouveau, la séparation. Moi, quand j'étais petit, Ah ben voilà, vous l'avez. Ah ben voilà. Ah ben voilà, vous l'avez. Voilà. Quand j'étais petit... Vous êtes un peu en avance, hein. Moi j'ai minuit 29. Hein. Comment ? J'ai minuit 29, moi. Oui. Il va falloir me régler tout ça, hein, Stéphane. Oui, chef. Bon, alors les 15 autres, elles vont sonner quand ? Ah ben, elles vont suivre. Hein, ouais, donc quand j'étais petit, en plus, le week-end commençait pour moi le samedi après-midi à 14h et se finissait le dimanche à 18h. Donc pour un bout de chou de 7-8 ans, donc c'est pour ça que le blues du dimanche soir, ça ne me quitte pas, hein, je l'ai toujours. Oui, c'est votre enfance, hein. Ouais. C'est ça, alors que j'ai 44 piges, hein, je vais vous dire. Hein,
mais ça ne me quitte pas. Tiens, il y a Libellule qui dit bonsoir Stéphane, on avait parlé ensemble des dimanches, elle vous embrasse. Ah oui, la petite Libellule. Ben, on pourra en parler dimanche, de ce que ça vous évoque finalement les dimanches soirs pour vous. Écoutez, parce que maintenant vous êtes le dimanche soir. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant, il y a une émission, à partir de la rentrée, l'émission aura lieu le dimanche soir. La semaine ne commencera pas le lundi, ça commencera dimanche. Dimanche, je serai là à 23h, 1h. Ah je pense que je vais vous rappeler. Avec plaisir. On pourra parler de justement cette angoisse des dimanches même, souvent ce temps suspendu, les dimanches soirs, et puis la perspective de reprendre la semaine, tout ce où on sent un peu une boule au ventre, une angoisse un peu montée. Souvent beaucoup moi, en général, j'ai même du mal à dormir. Et je sais que... Mais c'est pour ça qu'on sera à vos côtés. Qui en souffrent. Oui. Écoutez, on sera... Tiens, voilà, vous l'avez vu aussi, lui. Il est rentré, ça y est. C'est bref. Alors là, il est 30. C'est bien parce que je l'imagine, c'est de la radio. Il sort vraiment, c'est le coucou qui sort. Ah oui. J'adore le coucou qui sort de sa boîte. C'est un système de tringlerie. L'oiseau sort, la porte se referme et ensuite vous avez de la musique avec des danseurs qui tournent sur un manège. C'est pas vrai, mais ils vont sortir. Ils vont sortir quand eux? Comment? Ils vont sortir quand eux? C'est en même temps que le coucou, c'est en même temps que le coucou. Mais oui, mais enfin, en même temps, c'est de la radio, vous me faites rire, vous. Ah oui, mais attendez, là, il était la demi. Oui. Sinon, je peux vous le faire réentendre. Ah non, n'allez pas détraquer l'horlogerie. Non, mais j'aurais juste à le... c'est du direct. Non, ne détraquez pas l'horlogerie. Attendez, le coucou, il est rentré. Non, mais il peut ressortir. Je peux lui demander de ressortir. Vous pouvez faire sortir le coucou de sa boîte? Oui. Ah, que coucou! Vous allez voir. Allez. Que coucou. Vas-y, mon coucou. Viens, ici. Allez, c'est parti. Et voilà. Ah, c'est génial. Oui, ça, j'en avais un chez ma grand-mère. J'adorais ça. J'étais fascinée par cette boîte à coucou. Je comprends votre fascination J'étais fascinée. J'attendais vraiment que le coucou sorte de sa boîte. Les petits, c'est pareil, ils attendent. Ah ouais, mais c'est vrai, mais c'est super, quoi. C'est des jolies horloges à l'ancienne en bois. Alors ça représente, si vous avez le fronton, ce qu'on appelle le fronton, c'est-à-dire la caisse de l'horloge, en fait, il y a des feuilles d'arbre, il y a des écureuils, et au-dessus, c'est pas tellement écologiste, mais il y a une tête de cerf qui est représentée. Ah oui. Oui, je sais. Ah oui, j'ai compris. C'est kitsch à souhait, mais c'est drôle, c'est un côté... Ouais. Non, mais attendez, moi j'aime beaucoup, je trouve ça me rappelle mon enfance. Et les poids qui descendent, en fait, pour faire marcher le mécanisme, oui, bien sûr. C'est des pommes de pin. Ah oui, c'est ça. Qui sont en fonte, mais ça représente des pommes de pin. C'est comme chez ma grand-mère, hormis qu'il n'y avait pas les cerfs, quoi. Il n'y avait pas, mais il y a différentes sortes. C'est ça. Bon, écoutez, vous saurez tout sur les coucous, maintenant. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop barbé les auditeurs. Oh non, enfin, moi, c'est un plaisir de vous avoir, je pense pas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien vous entendre et entendre vos horloges. Alors, donc, comme ça, ça me permet, je vois que vous n'étiez pas au courant. Moi, j'en ai parlé de l'émission qui avait lieu maintenant le dimanche soir, du dimanche au jeudi, Caroline, 23h, 1h. Je me confesse, je ne vous ai pas écouté du tout de la semaine parce que je croyais que la rentrée n'était pas faite encore. Donc, donc j'ai pas écouté. D'accord, comme ça, vous savez, si, la rentrée sur Europe 1 s'est fait cette semaine. Et donc, premier dimanche, là, c'est le dimanche qui vient. Voilà. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que votre émission, elle continue et ça me fait bien plaisir. Et que ma petite bafouille que je viens de faire au téléphone, c'était pour essayer de prouver à Karina qu'on pouvait être heureux avec des choses toutes simples. C'est vrai. Il y a Gully Girl aussi qui vous embrasse, qui se souvient très bien de votre témoignage et de votre coucou. Allez, alors je vous dis peut-être à dimanche, Stéphane. Il y a de grandes chances. En tout cas, moi, on sera là. C'est également Evelyne qui dit, moi en ce moment j'ai le blues tous les soirs, alors vivement dimanche.
Voilà. Et puis Brigitte qui dit de temps en temps les pendules, les coucous. Stéphane, c'est très agréable. Et Margaret merci. qui dit que ce soit Olga ou Stéphane, leurs témoignages sont rafraîchissants et c'est un vrai plaisir. Je remercie tout le monde. Allez, à dimanche alors. Eh bien, à dimanche, Caroline. Je vous embrasse, au revoir. Merci, au revoir. Et des messages qui arrivent justement, il y a Pénélope qui dit super le coucou de Stéphane, je ris toute seule, je suis une grande rêveuse. Et Pénélope qui souhaite des amis pour partir avec elle dans la gaieté, la bonne humeur, pour partir, alors je sais pas, partir en vacances, partir en week-end, vous ne précisez pas, il faudrait peut-être appeler. Et puis Dalton qui dit si Stéphane a discuté à Paris, ça devait pas être avec des Parisiens mais avec des touristes. Dalton qui dit c'est de l'humour. Il y a également Catherine qui dit c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, mais moi je vais dans la nature, ça me ressource, il faut juste savoir la contempler. Il y a également Nadège qui dit moi un jour je suis Karina, un jour je suis Olga. La vie casse parfois notre allant et la méfiance s'installe. Quelqu'un me dit je suis non-voyante, je cherche du travail depuis 1 an, j'ai eu beaucoup d'échecs affectifs, j'ai 25 ans et des fois il m'arrive aussi d'être triste, mais je trouve qu'Olga a tout à fait raison et qu'il faut toujours essayer de profiter et d'apprécier la vie. Vous êtes nombreux à réagir sur quels sont ces petits riens, ces petites choses comme ça qui nous font aussi savourer la vie. Il y a également Alice qui dit Olga est épatante, elle me touche profondément et je penserai à vous chaque fois que je n'aurai pas le moral. C'est ce que dit Véronique aussi. Le témoignage d'Olga m'a fait chaud au cœur. C'est un témoignage réconfortant. On passe un petit peu de musique et après nous accueillerons Nadia, je pense. Europe 1. Et voilà. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh. Björk, It's Oh So Quiet. Des petits messages à propos de l'émission qui va démarrer maintenant le dimanche. Il y a Marie-Claude qui me dit bonne nouvelle. Il y a aussi Clémence. Et puis quelqu'un me dit mais il y a quelques années, l'émission avait déjà lieu le dimanche, donc je suis heureux que le programme retrouve ce créneau. Quelle mémoire, dites-moi. C'est vrai que j'ai même démarré un dimanche soir, je me souviens, et j'en menais pas large. Puisque à l'entrée les vigiles savaient même pas que je venais pour l'émission, mon badge n'avait pas été activé, donc je veux dire j'étais pas très rassurée, voilà. Donc j'espère que vous serez là au rendez-vous ce dimanche-là, que je serai pas toute seule à mon micro. Allez, je compte sur vous, dimanche, même numéro 3921 et même horaire 23h, 1h. On accueille Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Caroline Dublanche. Je vous remercie beaucoup de prendre mon appel. Je suis ravie du dimanche soir aussi. Tant mieux, moi je suis contente que ça vous fasse plaisir. Voilà, ça me fait infiniment plaisir. Je suis très très contente et je vous félicite de la qualité de vos émissions. C'est un plaisir pour moi de vous écouter. Mais je voulais intervenir, moi, par rapport au témoignage de Fatia. Oui, alors Fatia, c'était la première auditrice que nous avons eue en première heure, cette maman qui était assez triste de voir un peu sa fille s'éloigner d'elle parce qu'elle avait une conception assez moderne de l'éducation et puis sa fille adoptait une voie, oui, j'ai pas dit le mot, mais un peu assez intégriste quand même de la religion. C'est dur ce que je dis, mais non, mais moi ça m'a choquée.
Oui, non, mais quand on en est à ce stade-là, et sachant que ça ne touche pas, l'intégrisme ne concerne pas que la religion musulmane, il y a des catholiques intégristes, il y a des juifs intégristes, il y a, je sais pas, peut-être des protestants intégristes, on l'entend un peu moins dans le protestantisme, enfin, je veux dire, il y a des gens qui vivent leur religion, leur foi de façon tout à fait apaisée, tout à fait, enfin, et d'autres qui basculent, oui, dans un côté assez obscur et assez intégriste, quelle que soit la religion. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc moi, je voulais féliciter Fatia déjà pour son courage d'avoir élevé 4 enfants toute seule dans un système très difficile, parce que je sais que malheureusement, moi-même étant de confession musulmane, je sais déjà à quel point on a utilisé l'islam pour légitimer l'écrasement des femmes, et on l'utilise encore aujourd'hui. Ce n'est malheureusement pas terminé. Mais je voulais lui dire que bravo à elle, bravo pour son courage, et surtout qu'elle n'oublie pas, enfin, qu'en islam, sa fille est dans l'erreur, à mon avis, parce qu'en islam, il ne faut pas oublier que le premier précepte, comme je disais à votre assistante, qui est adorable et charmante et que je remercie pour son accueil, eh bien que le premier précepte est d'abord de s'instruire. Lis, instruis-toi, c'est la première chose à faire. Et la seconde, c'est également, eh bien, pas de contraintes en religion. Et je pense que, de mon point de vue, enfin, moi, je n'aimais que mon opinion. Il n'y a pas eu de Vatican II, malheureusement, mais je pense qu'il faudrait qu'il y en ait un, parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, et les histoires de vinaigre, c'est d'un ridicule d'alcool. Oui, c'est vrai. Quand on voit ça de l'extérieur, je trouve ça... C'est vraiment... Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que ça pourrait choquer des personnes, puisque on a ça aussi, vous savez, pareil, chez des juifs intégrés, c'est pareil, il faut séparer le lait, le bon. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît, on se dit, oh là là, ils en sont encore là. Même si on se dit, enfin, je veux dire, pour quelqu'un de croyant, dire franchement, un Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire de ça, quoi? Voilà, absolument, du vinaigre. Enfin, qu'est-ce qu'il en a? Franchement, je pense qu'il a autre chose, vous voyez, à penser tout que de ces principes, culturels, alimentaires, qui sont plus des traditions, qui sont des traditions. Et certains pouvaient se justifier par rapport à la nourriture, à certains, parce qu'il y avait un côté pratique sous certaines latitudes, dans certaines. Mais aujourd'hui, exporter de leur, des pays, où il y a parfois de la chaleur, des choses comme ça. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Tout à fait. Ça n'a plus aucun sens. Et ça se perpétue. On se demande pourquoi. Enfin, c'est des pratiques moyenâgeuses, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, voilà, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je voulais dire à Fatia, c'est courage, bravo, et la vie est belle également. Il faut en profiter chaque jour. Il faut trouver de la beauté en toutes choses. Et sa fille, elle fera son chemin, .com, quoi. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Merci beaucoup. Pour vos émissions. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir été. C'est adorable. Merci pour Asiba et pour Paul, effectivement. Je confirme. Voilà. Au revoir, Nadia. Voilà. Belle nuit à vous. Au revoir Nadia. On accueille également Lydie. Lydie, vous aussi, vous vouliez revenir sur le témoignage de Fatia qui vous avait touché. Oui, qui m'a touchée. Bonsoir et merci de me laisser m'exprimer. Je vous en prie. Merci pour votre émission, pour votre voix très chaude, très réconfortante par rapport à tous les soucis qu'on peut avoir dans l'existence. Et effectivement, le témoignage de Fatia m'a émue parce qu'on sent, et quand on est maman et qu'on a eu des problèmes soi-même avec ses enfants, on se reconnaît à travers son témoignage. Donc je voulais lui dire de continuer à être battante, positive, comme elle a fait pour élever ses 4 enfants. Et puis d'essayer d'oublier un peu sa fille, enfin entre guillemets. Et puis vous lui avez donné tous les conseils qui, à mon sens, sont vraiment fondés, qu'elle ne tourne pas complètement la page, mais maintenant qu'elle est grand-mère, qu'elle s'occupe un peu d'elle-même, ce qu'elle n'a pas pu faire pendant des années.
Voilà. Mais et oui, puis j'en profite aussi, et ça s'adresse au monsieur, je ne sais pas si c'était Pierre, qui s'est arrêté pour intervenir et qui a voulu un tout petit peu dévier le débat, qui portait pas du tout sur les cultures exportées, etc., ou sur le mode de vie que des personnes d'horizons divers adoptent en France. Bon, moi je pense que son propos était complètement hors sujet. Il a voulu le ramener sur des questions religieuses et de pratiques, et en même temps c'était pas tout à fait c'était pas cohérent. Il est assez contradictoire. Oui, c'était assez contradictoire, je suis d'accord avec vous. Choquée, parce que Fathia à aucun moment ne s'est présentée comme une personne de confession musulmane. Non. Elle a un problème de relationnel avec sa fille, et comme vous l'avez si bien dit, j'ai bien retenu, il arrive aussi que nos enfants, des enfants que nous éduquons, prennent au moment où ils sont jeunes adultes ou adolescents le contre-pied des valeurs qu'on a voulu leur inculquer. Oui. Et donc elle devrait, c'est presque rassurant, quoi. Oui, c'est ce que je voulais, mais vous avez raison, c'était dans ce but-là, et je ne disais pas ça pour vouloir à tout prix être rassurante, mais je pense que ça peut évoluer, leur relation. Oui, vous voyez, c'est-à-dire que évidemment Antoine en faisait une lecture plus sociologique, plus politique, plus sociale finalement de cette relation, là où qu'on pouvait faire cette analyse-là, là où effectivement moi je centrais sur la relation mère-fille, et au sein de cette relation mère-fille, il y a le fait que la fille de Fathia avait pris cette orientation plus religieuse, mais c'était dans le cadre de cette relation mère-fille. Voilà. Et ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une pratique qui ne soit pas confessionnelle. Et, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a des enfants qui prennent le contre-pied comme ça. Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Lydie. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Merci de m'avoir permis de passer à l'antenne. C'est moi qui vous remercie. Très bien. J'ai besoin de vos appels. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Lydie. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Alors, il y a Gabriel qui dit Sartre disait que l'enfer, ce sont les autres. Mais quand j'écoute votre émission, je pense plutôt que le bonheur, ce sont les autres. Nous sommes sûrement tous entre les deux. Parfois, c'est l'enfer. Parfois, c'est le bonheur. Les coucous, en tout cas, de Stéphane, c'est toujours le bonheur. Vivement dimanche. Et puis, quelqu'un me dit, mais non, vous ne serez pas seul dimanche, croyez-moi. Contente de vous retrouver. Vivement dimanche. Et c'est pas avec Michel Drucker. Sachez que demain et samedi, vous retrouvez Thierry Lecamp. Demain, donc, à partir de 23h, 1h. Et les samedis, ce sera 22h, 1h. Vous serez avec Thierry. Bonsoir Camille. Oui. Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir pris dans vos antennes. Je vous en prie. Voilà, donc moi, j'ai un problème aujourd'hui. Oui. Mais en fait, je suis d'origine africaine. Oui. Et je suis très noire. Oui. Donc en fait, je suis la plus noire des filles dans ma famille, enfin des enfants de ma mère. Et en fait, quand j'ai grandi, j'ai eu le sentiment, enfin j'ai même pas eu le sentiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Ma mère m'appelait Noire. Et en plus, l'une de mes sœurs, qui est très claire de peau, m'a beaucoup brimée. En fait, elle m'a beaucoup frappée pendant l'absence de ma mère quand elle allait au travail. Et à son retour, quand j'essayais de lui en parler, elle faisait comme si rien ne s'était passé. Et un jour, j'ai encore ce souvenir, je me suis disputée avec cette sœur à moi, là. Et là, ma mère a demandé à un de mes frères, donc l'aîné, de me frapper, de me punir. Et il m'avait vraiment frappée, mais atroce. Et ça, j'étais plus jeune, j'étais jeune. Et aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai 29 ans. Et je ne sais pas s'il a oublié, si elle a oublié aussi, mais ils ne m'ont jamais demandé pardon. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ma mère est décédée. Oui. Et c'est vrai que je pense souvent à ma mère. Parfois, je pleure, je pense, je l'aime.
Mais j'ai toujours ce sentiment au fond de moi, je l'en veux, j'en veux à mon frère, j'en veux à ma sœur. Et pourtant on est proches, pourtant on parle, mais au fond de moi j'ai toujours cette boule. J'ai toujours cette boule comme un séisme, enfin comme un volcan à l'intérieur, ça bouillonne. Mais je fais tout pour l'étouffer. Et donc parfois pour me consoler, j'y pense, je me mets, chez moi, je suis là, je pleure. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer d'en parler avec vous. Parce que oui, je tiens aussi à préciser qu'en fait, maintenant qu'on est grand, j'ai bien l'intention soit de les faire asseoir et de leur expliquer. Parce que je me dis que c'est sûr qu'ils se disent que c'est passé, elle a oublié, c'est fini. Mais moi, non, c'est toujours là. Donc j'aimerais leur en parler. Et ce qui est là, c'est particulièrement cet événement dont vous parlez, le jour où votre mère a demandé à votre frère de vous frapper? Ou c'est l'ensemble finalement, ça c'était le summum, je dirais. Oui, effectivement, il y a ça qui n'a fait que renforcer en fait ce qui s'était déjà passé. Oui, le fait que vous étiez déconsidérée parce que vous étiez la plus noire de peau. Voilà, c'est ça. Exactement. Vous étiez donc rejetée parce que vous dites vous étiez noire. Votre mère vous appelait comme ça. Oui, effectivement, et aussi, presque rarement, ma mère m'a dit qu'elle m'aime ou bien. Oui. Et vous pensez que c'était justement parce que vous étiez la plus foncée au sein de votre famille? Oui, puisque en fait, oui, en Afrique, en fait, quand on est noir, on n'est pas belle, on est moche et tout le reste. Et ça, la plupart des hommes, plus de 50%, estiment qu'une femme noire, elle n'est pas très belle, elle n'est pas très bien. Pourtant, moi, j'ai quand même représenté mon pays en tant que Miss. Et, donc, c'est que vous êtes belle. En Europe, oui. C'est depuis que je suis en Europe que je me rends c'est le compte paradoxe, que votre beauté est appréciée. Voilà. Qu'au contraire, c'est un atout en Europe. Là où en Afrique, je peux vous demander où? Parce que l'Afrique, c'est un immense continent. Au Sénégal. Ah oui, c'est particulier, oui. Oui, il y a encore effectivement des femmes, j'imagine que c'est pas que dans cette partie-là de l'Afrique, mais qui achètent des produits pour un peu se blanchir la peau. Effectivement, d'ailleurs, excusez-moi peut-être de vous couper, je lance un appel à toutes ces femmes d'arrêter de s'éclaircir la peau, parce qu'avec tout ce qu'il y a par la suite, qu'elles essaient d'arrêter. Moi, heureusement, je ne l'ai pas fait, mais ça aussi, c'est parce que c'est pas sans risque. Je suis venue en Europe. Mais c'est fou comme là, il y a certainement l'empreinte, ce qui est terrible derrière du colonialisme et comme si le modèle de la beauté, la beauté, c'était la beauté occidentale finalement, le blanc, la référence. Il fallait se rapprocher le plus possible de ce modèle-là. Quand vous dites en Afrique, une femme noire n'est pas belle, alors, les gens qui se brancheraient à ce moment-là sur la radio. Mais c'est-à-dire qu'il y a des degrés dans la couleur de peau. C'est pareil pour les hommes? Ou est-ce que c'est... hommes, non. Et voilà, c'est toujours les femmes qui sont les plus... Mais chez les femmes, oui, quand on est coloré très sombre, parce qu'il y en a qui sont moins colorés. Quand on est coloré comme moi, comme ça, on est moins considéré belle, en fait. Oui. Et moi, c'est ici que je me suis sentie bien, parce qu'en fait, en plus, le fait d'être très mince aussi chez moi, on me reprochait pour ça. Ma mère même me reprochait pour ça. Parfois, quand je mettais des petites jupes, elle me disait, c'est quoi, qu'est-ce que tu as à mettre des petites jupes comme ça? Tu veux montrer aux gens tes tiges noires, on dirait, je sais pas si vous voyez un peu du bois, du bois qui a brûlé. Combien de fois il est noir, ce bois? Oui, elle vous disait ça en parlant de vos jambes. Voilà. Oui, du bois calciné. Voilà, merci, du bois calciné. Oui, d'accord. Oui, donc l'image, effectivement, c'est pas une image plaisante, c'est pas une belle image. Non, oui, donc c'était la couleur, c'était trop noir pour elle. Oui. Et votre mère, elle était une couleur plus claire de peau? Oui, plus claire. En fait, c'est mon papa qui est noir. D'accord. Et quel lien elle avait avec votre père? Très bien, ils avaient des très bons liens. C'était un couple heureux, une famille presque heureuse, pourtant on est très nombreux. Oui. Et après, je me suis aussi demandé, en fait, est-ce que c'est pas le fait que... en fait, moi, j'ai 11 frères et sœurs. Combien? 11? 11, oui. Voilà, et donc moi, je suis la 5e fille. Donc après le premier garçon de ma mère, elle avait envie d'avoir un garçon. Donc après l'aînée, elle a fait 5
filles, donc moi je suis la 5e. Oui. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas le fait qu'à un moment elle attendait de faire un garçon et qu'après ce n'était que des filles, et après une autre fille qui est très noire. Oui. Jusqu'à ce qu'elle ait son Ça a dû jouer. Ça a dû jouer parce qu'effectivement, à chaque fille, elle attendait un garçon. Voilà. Donc à chaque fille, on peut penser qu'il y avait une déception qui n'était pas liée à vous, à ce que vous étiez en tant que fille, mais à votre sexe. Au fait que là où elle voulait un garçon, c'était une fille qui arrivait. Et alors, comme vous dites, en plus, une fille qui était particulièrement noire de peau. Où là, dans un critère où c'est selon ses critères esthétiques à elle, la beauté, c'était plutôt être claire de peau. Voilà, et elle avait toujours cette tendance à présenter à ses amis ou qui que ce soit. Non, moi j'ai ma deuxième fille. Oh, elle est très claire. Mais c'est une belle revanche pour vous quand vous avez été Miss en Europe. Reconnaître que vous pouviez être belle. Mais ça n'empêche pas cette douleur aux yeux de votre famille. Vous n'avez pas été reconnue comme belle, comme aimable. C'est ça, c'est cette douleur qui reste d'enfant. Oui, il y a cette douleur d'enfant, mais aujourd'hui, pourtant, ils estiment que c'est vrai, que je suis bien. Est-ce que vous vous trouvez, vous, belle aujourd'hui? Personnellement, je me trouve belle. Mais, bon, c'est important, ça. Mais j'ai toujours ce sentiment qui bouillonne en moi, ce complexe. Par exemple, quand je suis allée là, il n'y a pas longtemps, par exemple, pendant l'été, là, à la plage, j'ai eu du mal à me déshabiller. Pourquoi? Parce que je suis très colorée. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a été accentué dans mes pensées. Mais ça peut être très beau. Par le fait de mes parents. Ça peut être très très beau, une peau noire comme ça. Mais parce qu'il y a toujours ce complexe, c'est le fait que comme si c'était renvoyé à quelque chose qui n'était pas beau, qu'il fallait cacher. Alors qu'au contraire, ça peut être très beau. Et d'ailleurs, on vous a dit que vous étiez belle, mais il y a quelque chose en vous qui reste. Mais je pense que si ça peut vous délivrer par rapport à votre famille, de dire, en tout cas, et d'en parler avec votre frère de ce qui s'est passé. Je dirais que votre frère, quel âge avait-il de plus que vous à ce moment-là? Enfin, cette époque, il devrait avoir 24 ans. Oui. Et vous? Et moi, je devrais avoir 13 ans. Oui. Lui était un peu victime de ça parce que, si vous voulez, les parents n'ont pas délégué leur rôle, leur responsabilité aux frères et sœurs. Alors, je sais bien que c'est différent, peut-être encore en Afrique et autres, mais pour autant, si vous voulez, voyez, quand les parents comme ça délèguent trop les responsabilités, les frères et sœurs se retrouvent dans des situations difficiles à assumer. Mais si ça peut vous soulager de le dire, c'est important puisque visiblement, c'est quelque chose qui continue à vous faire souffrir. L'important, c'est que malgré tout, vous vous trouviez belle aujourd'hui à vos yeux et que vous en soyez convaincue. Je vous embrasse, Camille. Merci de votre appel. Merci à vous de votre confiance. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche dès 23h. Excellent week-end et à dimanche.